Tout d'un coup, il fut pris de vertige. Il se crut penché sur un abîme. Il sentit ses genoux pliés. Cette vaste solitude l'effraya. Il était le centre d'une circonférence infinie, c'est-à-dire rien. Jules Verne aurait pu écrire cette angoisse du vide absolu, ici, au cœur du désert du Namibe. Comment sais-tu que ce serpent n'est pas dangereux? Je l'ai déjà vu dans un livre. Ils ne disent pas grand-chose. Qu'il se nourrit seulement de lézards. Je vais le mettre dans mon sac pour le ramener à la maison. Tu peux le trouver dans ton livre? Oui. Voilà, c'est celui-là. Et tu connais son nom? C'est un Western Kill Snake. J'attends mon frère qui était parti en vacances à Windhoek, chez des amis. Et il doit revenir aujourd'hui. Un jour, j'étais près de la rivière avec mon frère et un ami. On était en train de marcher dans le bush, quand tout à coup, on s'est retrouvés en face d'un oryx. Il a eu peur et il est parti. L'oryx est un animal dangereux pour toi? Oui, c'est un animal qui peut être très dangereux, très agressif. Mais ce jour-là, on a eu de la chance. Tu as déjà vu des serpents dangereux dans les dunes, comme le cobra? Oui, une fois, on était avec ma mère et mon frère dans les dunes et elle a failli marcher sur un pafada. C'est un très gros serpent qui peut être très dangereux. Mais mon frère a crié. Le serpent est parti et nous aussi. Snake went away, then we just went out. Laurent habite avec sa famille depuis bientôt 4 ans dans la région de Sesriem, en bordure du désert du Namibe. Aujourd'hui, son père travaille sur un puits et l'avion doit lui apporter du matériel. Denis, son frère, en a profité. Salut, ça va? Tout va bien ici?
Anton, le pilote qui vient de ramener Denis de Windhoek, la capitale qui se trouve à 400 km plus au nord, a l'habitude de ses voyages dans le bush. Aujourd'hui, c'est du matériel. Demain, ce sera un géologue qu'il faudra déposer près d'une mine de marbre, ou encore un aller-retour vers la zone diamantifère du sud. Qu'est-ce que tu fais, Anton? Tu bloques les roues? Oui, le vent souffle fort ici. C'est pour ça que je mets les sabots. C'est un coin qui est mauvais pour le vent, surtout avec la température qui change. Cette région du Namib où vivent Denis et Laurent a donné son nom à la Namibie. En langue nama, Namib veut dire « le désert où il n'y a rien ». Après 70 ans de domination sud-africaine, d'apartheid et de guerre, cette ancienne colonie allemande est le dernier pays d'Afrique à avoir accédé à l'indépendance. Grande comme près de 2 fois la France, très peu peuplée, moins d'1,5 million d'habitants, la Namibie a pendant longtemps été protégée de l'expansionnisme occidental par un climat extrême et un désert côtier hostile. Si les Portugais furent les premiers à aborder cette côte vers la fin du XVe siècle, personne ne s'attarda le long de ce désert. Il faut attendre le XVIIIe et le XIXe siècle pour voir la Namibie devenir un enjeu pour les puissances européennes. Les Allemands seront les derniers colons arrivés sur ce territoire encore mal connu. Parmi eux, Lüderitz, véritable colonisateur de ce pays. Le 24 avril 1884, le chancelier Bismarck proclame la région de Lüderitz protectorat de l'Empire germanique, terre aride, sans véritable avenir économique. Ici, note un nouvel arrivant, pas le plus petit avantage en perspective. Tout n'est que sable, rochers, tempête. Ce désert absolu va mettre à rude épreuve la progression de l'armée allemande. Très vite, il va falloir remplacer les traditionnels chevaux par des dromadaires venus du lointain Sahara. Manque d'eau, température extrême, en cette fin du XIXe siècle, le désert du Namib n'a que cela à offrir. Anton, le pilote du bush, après avoir laissé Laurent et Denis, vole aujourd'hui vers le nord, vers la frontière avec l'Angola. C'est là où l'attend un nouveau rendez-vous. Cette fois, c'est avec les éléphants du désert. Avant tout, c'est beaucoup plus aventureux de voler ici que de travailler pour une compagnie aérienne. Pour une compagnie, tu décolles d'un point pour aller à un autre avec tes passagers. Tu dors dans les hôtels. Tout est très superficiel. Alors qu'ici, tu es vraiment au cœur du bush. Et tu dois y penser à chaque instant. Comment aller par exemple vers une région que tu ne connais pas? Anticiper ton atterrissage pour éviter de mauvaises surprises. Si par exemple tu dois te poser dans un endroit comme celui-là, il vaut mieux ne pas avoir d'ennui. Parce que si tu te trouves vraiment loin de tout, et si quelque chose ne va pas, on mettra du temps avant de venir t'aider. Aussi, tu dois penser à tout pour éviter que cela n'arrive. J'ai un ami qui habite ici dans le coin. Il travaille pour l'environnement et je suis venu le rejoindre pour lui donner un coup de main. On va repérer des éléphants du désert en cette saison des pluies pour voir comment ils se déplacent à la recherche de l'eau. Qu'est-ce qu'ils font exactement? C'est ça qui l'intéresse.
Voilà, j'ai atterri, mais il n'est pas là. Alors je vais certainement passer la nuit ici. Demain matin, j'aurai encore 12 heures de jour. Et je verrai bien s'il arrive ou pas. On verra bien. Je l'attendrai. I'm fine. How are you doing? Excellent, man. Nice to see you again. Okay, I'm new as well. Yes. I'm late for about 3 hours, man. It's no problem. Because of the river bed. The hall is a bit full of water. No problem. You can come and sit with me there at the fire, have some coffee. All right, thanks Yeah, so much. let's go. Why not? Willy a toujours été fasciné par ceux qu'il appelle les géants du désert. Ces géants malhabiles qui arpentent ces immenses plaines caillouteuses à la recherche d'une nourriture et qui trouvent l'eau en creusant dans le lit des rivières asséchées. À ses yeux, les plus rares de ces géants restent le rhinocéros noir et l'éléphant du désert. La marche vers l'eau a commencé. Durant les quelques semaines que dure la saison des pluies, leur vie va changer. L'eau est là. Pour quelques jours encore, le désert est vaincu. C'est l'eau qui va donner le rythme à la nature. Mes ancêtres n'ont jamais fui devant la chaleur féroce qui semble s'acharner sur ce coin de terre. J'ai appris une chose ici, c'est que le plus fort des liens est le combat. Et pour nous, le combat était là, tous les jours, dans ce pays d'épineux, de dunes et de chaleur. C'est vrai, la vie n'est pas facile. Mais pour nous qui vivons là, on s'adapte comme le font les éléphants du désert. C'est pour cela que l'on appelle ces gens des nomades, le peuple nomade. Ils bougent d'un endroit à un autre à la recherche de l'eau. Ils se battent pour survivre, comme les éléphants. Mais nous acceptons le désert tel qu'il est. C'est comme ça.
Ça peut arriver que les éléphants attaquent les villages, Willy? No. The elephants don't Non, attack. les éléphants n'attaquent pas les villages. The elephants, as usual, they do move more Ils se active déplacent during the surtout night. la nuit. If they are thirsty and they are coming Mais to s'ils the sont water assoiffés et qu'ils décident hole, d'aller vers le you stand puits, between the elephants il vaut mieux éviter and the de se water. trouver entre l'eau et That's a l'éléphant, problem. parce que là il y aura problème. They will come. Ils You iront can- quoi qu'on whether fasse you have a jusqu'au trou car d'eau. or whatever, they will come pass by to the Personne ne water peut hole. arrêter un éléphant qui veut aller You jusqu'à can't l'eau. stop the elephant from C'est the water. impossible. That's impossible. Lorsqu'il est en route vers les points d'eau, l'éléphant du désert peut parcourir dans la journée jusqu'à 40 km et rester 4 ou 5 jours sans boire. Il est capable d'affronter la sécheresse, contrairement aux autres éléphants. À la recherche de l'eau, il semble déplacer la sagesse de sa pauridée au rythme de sa marche lente, inexorable, comme indifférent à ce milieu hostile auquel il a su s'adapter. Un puits dans le désert a toujours marqué la présence de l'homme, en lutte permanente pour sa survie. Pour Éric, le père de Denis et de Laurent, lorsqu'on vit à la frontière avec le désert du Namib, le puits impose ses priorités. L'eau, c'est la vie. Il n'y a pas de doute. Sans eau ici, tu n'es rien. Tu ne peux rien faire. À chaque fois que l'on a un problème d'eau, c'est une urgence. Manquer d'eau à cet endroit, c'est grave. Je pense que c'est le problème le plus grave que l'on puisse connaître. Personne n'habitait ici en permanence, car il n'y avait pas d'eau en surface. La seule véritable source d'eau, c'est celle qui vient des puits que l'on creuse. Les seuls à pouvoir parcourir cette région étaient les Bushmen, qui venaient du Kalahari. Ils étaient capables de traverser le désert du Namib jusqu'à l'océan. Plus de 120 km de désert absolu, sans eau. Ce qu'ils faisaient, c'était de suivre le gibier pendant la saison des pluies. Ainsi, ils pouvaient stocker de l'eau dans les œufs d'autruche. En fait, au moment de la saison des pluies, ils allaient dans la montagne, où ils savaient trouver de l'eau dans les trous des rochers. Ils remplissaient les œufs d'autruche et partaient dans le désert pour les enterrer dans le sable. Cela leur faisait une réserve d'eau qu'ils pouvaient utiliser ensuite jusqu'à la fin de la chasse. C'est pas difficile de conduire un 4x4 comme celui-là? Quand tu as appris à conduire, ça va encore. Mais comme je le disais, le vrai problème, c'est pour passer les vitesses. Ça, c'est dur. Tu vas à l'école? Oui, on reçoit des cours par correspondance d'Angleterre. Alors on fait les devoirs avant de leur retourner. Et comment apprends-tu? C'est maman qui fait la maîtresse. Maybe after tomorrow, maybe Dad will teach you a bit more to drive. Oh, c'est une sorte de lézard. Tu peux l'attraper? Oui, mais il faut faire attention, il peut mordre. Il peut mordre, mais c'est pas dangereux.
Je vais le garder pour le montrer à mon père. Et qu'est-ce qu'il fait, ton père? Il connaît bien les animaux? C'est un pilote de montgolfière, mais il connaît bien le désert et tous les animaux. Are you fishing? How's it? How are you guys doing? Tu veux boire quelque chose, Denis? Vous devez boire beaucoup, les enfants. C'est tellement chaud par ici en ce moment. Put water from the dam or from the pipe? And then it's okay. Well, at the moment it's pretty relaxed. Actuellement, c'est plutôt relax pour eux. Leur mère s'est absentée pour quelques jours. Et c'est elle qui leur fait l'école habituellement. Alors, pour l'instant, c'est plutôt les vacances. Et comme moi-même je suis occupé à remettre un puits en état, ils font plein de choses. S'occupent de la maison, surveillent l'eau pour le gibier qui vient la nuit, travaillent quelquefois sur la route. Pour eux, c'est bien. Ils font ce qu'ils veulent. Mais le jour où leur mère va revenir, les leçons vont reprendre et la vie sera un petit peu différente. Le matin, c'est l'école, et l'après-midi, on s'amuse. Ans après l'arrivée des premiers colons allemands, nous sommes en 1908, on découvre sous le sable du Namib les plus grands gisements de diamants du monde. Et qu'est-ce qui peut avoir une fascination plus irrésistible que le diamant? Dans cette course à la fortune, certains vont risquer leur vie pour lui. Ils iront jusqu'à mentir, trahir, tricher et même tuer. Ils vont affronter les privations et les dangers. Alléluia, 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 Baïchi and Simon, in the river, in the canal. Alléluia, alléluia. La Namibie est à droite et l'Afrique du Sud de l'autre côté. Il y a longtemps, les diamants ont été transportés par cette rivière. Il y a même des gens qui en ont trouvé ici. Je vous montrerai tout à l'heure les graviers dans lesquels on peut trouver un diamant avec beaucoup de chance. Cette rivière, l'Orange River, traverse toute la zone diamantifère. Et pendant longtemps, les graviers s'y sont déposés. It's all right, it's dear. Daar vet denga es. Zie je. Hey, ombai, muni ruini. Blossom. Yes. Zie je. Bien que les méthodes d'extraction en ce début de siècle soient peu élaborées, la production est si importante que lorsque la Première Guerre mondiale éclate, plus de 5 millions de carats, soit l'équivalent d'une tonne de diamants, avaient déjà été trouvés, près de 20% de la production mondiale de l'époque. Il y a longtemps, André a trouvé quelques diamants dans cette rivière. C'était l'époque où il était très petit, il y a bien longtemps. Ceux qui attrapent le poisson dans la rivière, eux aussi, ils ont trouvé des diamants par hasard. C'est totalement interdit de chercher du diamant par ici. On a besoin d'un permis pour cela. C'est vraiment interdit.
C'est en avril 1908 qu'un certain Zacharias Lowala découvre le long de la voie ferrée en construction vers Lüderitz une pierre aux qualités remarquables. La confirmation officielle qu'il s'agit bien de diamants donne lieu à un rush extraordinaire. L'excitation, la violence, le mystère, la chasse au trésor et la soif d'argent poussent tout un chacun à creuser le sable. En ce début de siècle, les dépôts étaient si abondants en certains endroits qu'il suffisait de se baisser pour ramasser les diamants. Les fortunes se faisaient et se défaisaient, les pierres étaient mises en jeu ou utilisées comme monnaie d'échange. Peu à peu, les mineurs commencèrent à s'organiser et une ville sortit du sable. Peu après la découverte des diamants, le gouvernement allemand de l'époque décide d'exercer un contrôle. La prospection sauvage est interdite. Ainsi débute la fièvre du diamant, qui s'empare très vite de ce territoire. La ville de Lüderitz s'étend. Des résidences de pierre remplacent les minuscules cabanes de tôle ondulée. Aujourd'hui, la Namibie occupe le 5e rang mondial des pays producteurs de diamants. Ce travail attire beaucoup de gens par ici. Ils viennent de tous les coins du monde, car ils pensent tous, lorsque tu évoques le diamant, qu'il y en a partout et que tu peux faire fortune en quelques jours. Alors que la vérité, c'est qu'on travaille beaucoup et quelquefois pour rien. On peut partir en mer 5 jours, et même jusqu'à 10 jours pour travailler du matin au soir comme des dingues sans arrêt. Et quelquefois pour rien, parce qu'ici, si tu ne rapportes pas du diamant, tu n'es pas payé. L'exploitation du diamant a évolué depuis ce jour d'avril 1908. Si on remue toujours le sable du désert, aujourd'hui c'est au fond de l'océan que l'espoir se trouve. C'est vraiment un endroit interdit ici ? Oh oui, déjà à l'époque, les Allemands l'appelaient la Spiegelgebiet. Ça voulait dire la zone interdite. Et cela l'a été depuis 1908 quand on y a trouvé les premiers diamants. Ils ont décidé d'interdire la prospection pour, évidemment, protéger leurs intérêts. Aujourd'hui encore, par-delà les générations, la zone est toujours très réglementée. Actuellement, c'est la Namdeb qui en a le monopole. Et cette région est toujours difficile d'accès, surtout si tu veux y chercher des diamants. Cette zone est en permanence sous la surveillance de la police, d'hélicoptères, de caméras. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de s'approcher de la bouée qui est là-bas et descendre la pompe jusqu'au fond sur la zone de prospection. Et après, on pourra aspirer le gravier. And then we've got to start getting the pump and everything together. Guys, come around and grab the pipe. C'est là que se poursuit aujourd'hui la quête à la pierre unique, le diamant. Cette pierre précieuse constituée de carbone pur, cristallisée par des millions d'années d'une alchimie mystérieuse. Si tu travailles dans un bureau, tu peux gagner 2000, 2500 rentes par mois. Demain, je sais que je ne gagnerai peut-être rien, mais je sais aussi que je peux gagner 10 000 rentes dans la matinée. Mais c'est un peu comme une partie de poker. Tu peux avoir de la chance. Il y a des jours où un plongeur à 50 mètres va trouver des diamants, alors que toi, tu ne vas même pas trouver une seule pierre. Personne ne peut savoir. Personne ne peut dire, même si on a étudié la géologie à l'université pendant des années, personne ne peut dire le diamant est ici ou là. Il faut sentir le diamant. Et puis, la chance, ça fait partie de notre boulot. C'est pour ça que j'aime ce métier. Ici, on veut tous gagner de l'argent et partir pour faire quelque chose d'autre. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas encore arrivé. Aussi, on attend avec impatience le jour où on pourra partir. Fini tout ça.
Une partie des diamants de Namibie sont extraits de ces sables et de ces graviers qui viennent de la zone interdite, située entre Lüderitz et l'Orange River, plus au sud. Remontés à la surface par de puissantes pompes, ces graviers rempliront d'abord des sacs avant d'être rapportés à terre, où ils seront triés pour y chercher la pierre rare. Ce n'est pas trop dangereux de plonger avec une pompe? Ouais, bien sûr, c'est dangereux, surtout pour les mains. Mais si on se fait prendre, on a des signes entre nous. Par exemple, je tire plusieurs fois sur le tube d'air. Ça veut dire qu'il faut arrêter en urgence la pompe. Ce qui est arrivé à un plongeur l'an dernier, c'est qu'il a eu son masque pris par la pompe et il ne pouvait plus avertir la surface. Alors il s'est noyé. Des tonnes et des tonnes de ces sables d'alluvion sont aspirés chaque année dans ces conditions difficiles, par moins 10, moins 15, moins 25 mètres de profondeur, dans une mer refroidie par le courant du Benguela, qui dépasse rarement les 10 degrés. C'est dans cette région d'Afrique australe qu'a été trouvé au début du siècle le Cullinan, une énorme pierre dont on a tiré les 2 plus gros diamants taillés du monde, l'un faisant plus de 530 carats. Ce matin, à Lüderitz, pour les chercheurs de diamants, rien ne va plus. La semaine a mal commencé. Depuis plusieurs jours, le mauvais temps s'est installé au large. Le vent qui souffle du Namib lève une mer mauvaise qui empêche les bateaux de sortir. La météo est très importante pour les chercheurs de diamants, surtout pour ceux qui travaillent au fond. Il leur faut une mer calme pour avoir une bonne visibilité. Si le vent souffle trop fort, la mer est agitée. Et là, c'est plus possible de travailler. Le gravier que l'on traite ici vient d'une zone où on est encore en prospection. Ils sont sortis samedi
Ils ont réussi à travailler un peu, mais le temps s'est gâté. Le vent était trop fort pour travailler dimanche. Et ils sont revenus lundi. Il n'y a que quelques sacs à trier. Pour eux, c'est une mauvaise journée. Et il n'y a pas beaucoup de diamants. 14 000 carats, 300 000 livres sterling de l'époque, c'était 6 semaines de production à Kolmanskop, cette ville artificielle construite autour du diamant, pour le diamant, à quelques kilomètres de Lüderitz. Elle connaît son apogée dans les années 20. Ce sont les années fastes. On fait venir l'eau douce d'Afrique du Sud, on construit un opéra, on joue le soir au casino les diamants ramassés le matin même, le champagne coule à flot, on oublie le désert. Mais en 1928, des diamants ayant 6 fois la taille de ceux de Kolmanskop sont trouvés plus au sud. C'est la ruée, la ville est abandonnée. Après la fermeture de la mine, Kolmanskop va servir de dépôt et de gare d'acheminement. Seul l'hôpital subsiste. En 1956, tout est arrêté définitivement. Au temps de sa splendeur, l'exploitation du diamant entraîne dans son sillage les explorateurs de la dernière heure et les trafiquants d'ivoire. La chasse au gros gibier se transforme en massacre. La cible favorite des chasseurs reste l'éléphant et le rhinocéros. Loin de la ville au diamant, pour Mike, le passé se répète. Pour les braconniers aujourd'hui, la cible est restée la même, le rhinocéros noir. J'ai grandi dans le Kent, près d'un zoo où se trouvait une grande population de rhinocéros noirs. J'y allais très souvent. J'ai tout de suite aimé ces animaux. C'est comme ça que je me suis retrouvé ici, en Namibie. J'y suis depuis 5 ans. Avant, je ne savais même pas où était ce pays. C'est un pays extraordinaire. Vous pouvez parcourir des kilomètres et des kilomètres dans une solitude totale, avec une vie animale parfaitement adaptée à ce désert unique, l'un des plus vieux déserts du monde. C'est vraiment un privilège de vivre ici. S'adapter à cette vie n'est pas un problème. Pourquoi avez-vous construit votre maison comme ça? C'est pas habituel? Oh, je pense que tous les enfants rêvent un jour de construire une cabane dans un arbre. Moi-même, dans mon jardin en Angleterre, je l'avais fait. Vous savez, on retrouve ces émotions d'enfant. Mais ça a aussi beaucoup d'avantages. C'est frais, on est à l'abri du vent et de la poussière qui s'engouffre quelquefois dans la vallée. On est à l'abri de tout. Et puis quand on veut s'isoler, c'est parfait. L'association Save the Rhino, pour laquelle travaille Mike, a la particularité de protéger le rhinocéros en dehors des habituels parcs nationaux. C'est dans cette région du nord de la Namibie que l'on trouve l'une des dernières populations de rhinocéros noirs vivant encore à l'état sauvage. Mike, inform Samson as you have said about your trip. Okay, thanks, Mom. Le rhinocéros noir se tient toujours à l'écart des hommes. C'est pourquoi on les trouve ici, loin de toute présence, car personne aujourd'hui ne s'installe là, c'est trop dur. Trop aride, trop peu de pluie dans les collines où vivent les rhinocéros pour que les hommes puissent y rester. Seuls les animaux sauvages peuvent vivre ici vraiment en paix, en particulier les rhinocéros noirs. C'est un endroit vide de toute présence humaine.
stay this way. This is coming this way. Le braconnage n'est plus un problème depuis 3 ou 4 ans. Mais dans les années 80, cette région a terriblement souffert des braconniers. Une fois encore, les éléphants et les rhinocéros étaient leur cible. C'était à l'époque de la guerre d'indépendance et du conflit entre l'Angola et l'Afrique du Sud. À ce moment-là, les cornes du rhinocéros et l'ivoire des éléphants servaient à acheter les armes pour faire la guerre. Le braconnage était très organisé. Il fallait beaucoup d'argent pour la guerre. Et cela a eu des conséquences terribles sur les animaux. Ce qui les a sauvés, en particulier le rhinocéros, c'est cet environnement très dur, rocailleux, presque inaccessible à l'homme. Okay, she got our win then. You can see the difference of her running off there with our scent. They probably won't sleep yet. I think if we lost the population out here, si la population de rhinocéros noirs venait à disparaître, on aurait beaucoup de mal à les réintroduire ici. Les 3 ans que le petit rhinocéros passe auprès de sa mère sont essentiels. C'est fondamental pour sa survie. Pour apprendre à se nourrir, savoir où trouver l'eau, s'il n'a pas cette connaissance, il ne peut survivre. Si on introduit ici un animal qui est habitué à l'herbe verte, il ne survivra pas. Je ne vois pas ce que l'on pourrait faire si les rhinocéros noirs qui vivent là venaient à disparaître à tout jamais. You guys check on the left-hand side and I'll check on the right-hand side. If we see something, then you tell me. Okay, but there's lots of tracks here, so they probably moved that way. Pour Eric, vivre en Afrique, c'est d'abord un état d'esprit. Dans cette région frontière avec le désert du Namib, l'homme comme l'animal doit s'adapter. Sans structure sociale, la survie de chaque espèce impose sa loi d'équilibre et de respect. L'homme n'est plus qu'un maillon parmi les autres. Très vite, les enfants apprennent à savoir qui est dangereux et qui ne l'est pas. Aujourd'hui, je n'ai pas de problème à les laisser seuls lorsque je pars 1 heure ou 2. Je peux les laisser. Ils sauront quoi faire s'il y a un scorpion ou un serpent. Ils le laisseront tranquille et iront ailleurs. Mais quand ils étaient plus petits, c'était vraiment un problème. On ne pouvait pas les laisser tout seuls, car il y avait danger. Aujourd'hui, je ne le pense pas. Car tous les animaux qui vivent ici sont tranquilles. Si vous les évitez, ils vous éviteront. Ainsi, si vous les laissez en paix, ils vous laisseront en paix. J'espère qu'on fera une super route. Et toi? Quoi? J'espère qu'on va faire une super route. Tout va bien de ton côté là? Ouais. Ok. Qu'est-ce que vous faites avec la voiture? Oh, on tire des vieux pneus pour supprimer la tôle ondulée.
Alright guys, are you feeling cool now? Most of the year, La plupart du temps, ils sont avec nous. Mais chaque année, ils vont passer 4 mois en Europe pour aller à l'école avec des copains. C'est une petite école de campagne où ils peuvent avoir un rythme de scolarisation normal avec les autres enfants. Puis ils reviennent ici pour terminer l'année avec ma femme. De cette manière, on arrive à entretenir autour d'eux un contact avec les autres. À part cela, je pense qu'ils ont ici une véritable école de la vie. Ils ont un contact avec la nature qu'aucun enfant ne peut avoir en Europe. Mais on essaie aussi de les gâter un peu à notre manière. Et ils arrivent à faire ce que tous les enfants rêvent un jour de pouvoir réaliser. Ils peuvent conduire la voiture, par exemple, faire un tas de petits travaux avec nous. C'est-à-dire plein de choses qu'ils ne pourraient pas faire s'ils étaient en Europe. Aussi, d'un côté, il manque peut-être de relations avec les autres. Mais ici, ils ont une liberté et un contact avec la nature comme nulle part ailleurs, ce qui est vraiment important. Et puis un jour, ils prendront une décision. Ce sera à eux de choisir. Ils partiront pour la ville ou ils resteront ici. Dans ce vide absolu, le désert du Namib déroule son paysage de dunes qui paraissent figées dans leur mouvement éternel, comme si rien de vivant ne semblait pouvoir se glisser dans ces régions farouches, comme si la nature se réservait le droit d'inventer pour demain autre chose.